À la réception, personne ne comprenait le millionnaire allemand, jusqu'à ce que la pauvre femme de ménage lui propose un thé en allemand, et l'homme fut choqué en la voyant. Le hall du Grand Hôtel Lumière, au cœur de Lyon, transpirait le luxe discret, propre aux établissements centenaires. Moulures dorées, sol en marbre lustré, lustres en cristal suspendus à plusieurs mètres du sol. Le bruissement doux des conversations, le roulement délicat des valises et le parfum subtil des fleurs fraîches donnaient à l'endroit une ambiance feutrée, presque irréelle. En cette fin d'après-midi, pourtant, quelque chose troubla l'équilibre si bien réglé de l'accueil. Un homme venait d'arriver, grand d'une élégance rigide, costume noir parfaitement taillé, chaussures italiennes brillantes comme un miroir, mallette en cuir finement gravée sous le bras. Il franchit les portes automatiques comme s'il entrait dans une salle de conseil international, pas dans un hôtel. Son regard tranchant balaya l'espace. Il ne salua personne. Il n'en avait pas besoin. Chaque geste, chaque pas affirmait une autorité silencieuse. L'homme, manifestement allemand, s'exprimait uniquement dans sa langue natale, avec une rapidité et une dureté qui déstabilisa instantanément les réceptionnistes. Héloïse, la chef de réception, tenta d'abord de le saluer en anglais, puis en français. Rien n'y fit. L'homme répondait en allemand, brièvement, avec une impatience croissante. Il tapait du doigt sur le comptoir, jetait des regards vers l'ascenseur, vers les montres, vers les employés. Les minutes semblaient une perte de temps insupportable pour lui. Une tension diffuse gagna le personnel. Parmi eux se tenait Claire. 32 ans, blouse beige parfaitement repassée, cheveux relevés dans un chignon sage. Elle n'était pas réceptionniste. Elle n'était même pas censée être là à cette heure-ci. Mais une demande exceptionnelle d'un client capricieux l'avait envoyée du service d'étage au hall. Elle observait la scène depuis le coin de la salle, un plateau de mignardise dans les mains, habitué à être invisible. Les clients ne lui parlaient presque jamais. On la saluait parfois d'un signe de tête distrait, rarement d'un mot. Pourtant, en ce moment précis, Claire était étrangement captivée par cet homme. Non pas pour sa richesse ou sa prestance, des hommes fortunés, elle en voyait chaque jour, mais pour le malaise qu'il créait, pour la barrière infranchissable que semblait être sa langue. Elle écouta son allemand, net, précis, rude. Elle comprenait tout. Elle le parlait, parfaitement, mais elle se taisait. Personne au Grand Hôtel Lumière ne savait que Claire parlait l'allemand. Ce n'était pas sur son CV, ce n'était pas un secret volontaire, juste une vérité enfouie. Un héritage silencieux venu de son enfance, de lettres jamais traduites, d'une mère au regard distant qui écrivait parfois dans une langue que personne ne voulait lire. Claire n'avait jamais eu l'occasion de parler allemand ici, et aujourd'hui, face à ce client impossible à satisfaire, elle hésitait. Le regard de Lucas, car tel était son nom, Lucas Schneider, glissa sur les visages, puis sur les murs, comme s'il cherchait une faille, une ouverture, une échappatoire à cette incompréhension. Les réceptionnistes passaient nerveusement d'un traducteur automatique à un appel vers un collègue germanophone en congé. L'absurde commençait à régner dans ce temple de l'organisation. Claire inspira discrètement. Elle sentit ses doigts se crisper légèrement sur le plateau qu'elle tenait. Elle fit un pas en avant, imperceptiblement. Mais pas encore. Pas maintenant. Il y avait dans l'air quelque chose de plus grand qu'un simple malentendu linguistique. L'homme semblait nerveux, presque agressif, mais pas par arrogance. C'était autre chose, une urgence, une détresse peut-être. Elle observa son visage, l'arête droite du nez, les sourcils froncés, les tempes légèrement contractées. Il ne jouait pas un rôle, il cherchait quelque chose, ou quelqu'un. Le directeur de l'hôtel, alerté par la confusion, fit son apparition. Il tenta de calmer la situation avec des gestes posés, un sourire maîtrisé, quelques mots appris lors d'un séjour en Bavière. Lucas ne réagit pas. Il semblait sourd à tout, sauf à ce qu'il attendait. Il était immobile, à la limite du supportable, tandis que l'agitation autour de lui devenait presque comique. Claire se demanda pourquoi elle hésitait encore. Elle pouvait mettre fin à tout cela en une phrase, une seule. Mais quelque chose en elle résistait, une intuition peut-être, ou une peur ancienne. L'homme, dans toute sa froideur, semblait déclencher en elle une mémoire qu'elle ne savait pas avoir. Elle recula d'un pas, se repositionna derrière une colonne, hors de vue directe. Elle observa encore, ses collègues transpirant, le directeur qui s'agitait, Lucas Schneider qui consultait sa montre avec une crispation visible.
Et elle, silencieuse, seule à comprendre chaque mot, chaque intonation, chaque soupir. Le hall, malgré son faste, paraissait soudain minuscule. Le silence qu'il imposait, étouffant. Une rencontre était sur le point d'arriver. Et Claire le pressentait sans le savoir. Ce jour ne ressemblerait à aucun autre. Le chariot de service roulait lentement sur le parquet du couloir central. Claire avançait, les yeux fixés sur le plateau où reposait une théière en porcelaine ivoire, 2 tasses assorties, une petite boîte d'infusion et un apron brodé. Tout avait été préparé avec soin, sans qu'elle-même sache exactement pourquoi elle le faisait. Elle n'avait reçu aucune commande de thé. Aucun client n'avait demandé de service à cette heure. Et pourtant, elle marchait droit vers la réception, poussée par une impulsion qu'elle ne comprenait pas. Le hall était encore dans une forme de paralysie nerveuse. Le directeur s'était éclipsé sous un prétexte d'appel urgent. Héloïse s'efforçait de feindre le calme en tapant sur son clavier, et Lucas Schneider, toujours planté devant le comptoir, faisait les 100 pas avec une nervosité à peine contenue. Son regard fouillait la pièce comme s'il cherchait une sortie, mais il restait là, comme cloué à une attente obscure. Claire s'arrêta à quelques mètres de lui, inspira profondément puis souleva la théière de son plateau. Elle s'avança lentement. Personne ne fit attention à elle. C'était une routine invisible, une employée de l'ombre qui faisait ce qu'on attendait d'elle. Personne ne vit venir le moment où elle franchit la ligne invisible entre discrétion et action. Elle s'arrêta à un pas de Lucas, posa doucement la théière sur le comptoir et d'une voix claire, sans hésitation, dit en allemand « Möchten Sie einen Tee, Herr ?» Le silence tomba sur le hall comme un rideau. Les claviers s'arrêtèrent, les souffles furent retenus, les têtes se tournèrent, lentement, presque mécaniquement. Lucas, figé, ne répondit pas tout de suite. Il se retourna vers Claire, son visage se transformant sous les yeux de tous. La surprise pure, brute, traversa ses traits comme un éclair. Ses sourcils se haussèrent, ses lèvres s'entr'ouvrirent légèrement. Il regarda Claire non pas comme on regarde une employée, mais comme si elle venait de briser une loi fondamentale de la réalité. « Was haben Sie gesagt ?» demanda-t-il enfin presque en chuchotant. Claire ne baissa pas les yeux. Elle répéta calmement « Möchten Sie einen Tee ?» Lucas recula d'un demi-pas. Son visage pâlit légèrement. Il sembla ne pas savoir quoi faire de ses mains, puis posa lentement son regard dans celui de Claire, comme pour s'assurer qu'elle était bien réelle. Il murmura quelque chose d'inintelligible, une série de mots en allemand qui ne formaient pas une phrase complète. Puis, sans prendre le thé, sans un remerciement ni un geste de politesse, il se détourna et s'éloigna à grands pas, traversant le hall avec une urgence presque douloureuse. Les réceptionnistes se regardèrent, bouche bée. Héloïse ouvrit la bouche pour dire quelque chose, puis la referma. Claire, elle, resta droite. Elle reprit la théière, la replaça sur le plateau et retourna tranquillement en direction des ascenseurs. Personne ne tenta de l'arrêter, personne ne dit un mot. Le hall, pendant quelques instants, fut plongé dans une stupeur épaisse. Dans l'ascenseur, Claire sentit ses jambes légèrement trembler. Ce regard, cette réaction. Elle avait vu de nombreuses expressions sur le visage des clients. Agacement, ennui, condescendance. Mais jamais une peur pareille. Ce n'était pas de l'étonnement poli, c'était de la panique contenue. Comme si, en entendant cette phrase dans sa langue natale, dite par elle, ce Lucas Schneider avait vu surgir un fantôme d'un passé qu'il croyait enterré. Arrivée à l'étage du personnel, elle s'enferma dans le petit vestiaire et s'assit sur un banc de bois. Elle posa le plateau à côté d'elle, les mains posées à plat sur ses genoux. Son cœur battait fort. Elle essaya de se souvenir d'un détail précis dans les yeux de Lucas. Il y avait eu plus que de la peur. Il y avait eu de la reconnaissance. Un choc profond. Une sorte de miroir brisé entre ce qu'il croyait possible et ce qu'il venait de vivre. Elle ferma les yeux. Pourquoi avait-elle parlé en allemand? Pourquoi aujourd'hui? Et pourquoi cet homme? Il n'était pas le premier germanophone qu'elle croisait. Mais il y avait eu quelque chose, dans son regard, dans la tension de sa voix. Quelque chose qui avait réveillé en elle une intuition ancienne, enfouie. Comme si, d'un seul coup, les lettres jamais traduites de sa mère prenaient vie sous une forme humaine. Pendant ce temps, Lucas était monté à sa suite dans l'ascenseur suivant. Mais il ne s'arrêta pas au même étage. Il entra dans sa suite exécutive, jeta sa mallette sur le lit, marcha en rond comme un fauve en cage, puis ouvrit son ordinateur portable avec une frénésie contenue.
Il tapait des mots-clés, fouillait dans d'anciens dossiers, affichait des photos d'archives, des visages flous, des noms oubliés. Rien ne faisait sens, mais son esprit cherchait une connexion. Claire, pensa-t-il. Il ne connaissait pas son nom, mais son visage. Il l'avait déjà vu. Il en était certain. Pas dans cet hôtel, pas dans cette ville, mais ailleurs, dans un cadre différent. Un souvenir lointain et pourtant obsédant. Elle lui rappelait quelqu'un. Mais qui? Il se leva brusquement, alla jusqu'à sa valise, en sortit une petite boîte en bois sculpté. Il ne l'avait pas ouverte depuis des années. À l'intérieur, des documents anciens, des lettres jaunies, quelques photos en noir et blanc. Il hésita à les toucher, comme si elles brûlaient. Mais pas encore. Pas maintenant. Il n'était pas prêt. Pas tout à fait. Au rez-de-chaussée, le calme était revenu peu à peu. Les réceptionnistes reprenaient à leur travail avec une prudence nouvelle. Claire, quant à elle, avait repris son service comme si rien ne s'était passé. Mais quelque chose avait changé. En elle, dans le regard de Lucas, et dans l'air même de l'hôtel, désormais chargé d'une attente invisible. Personne ne savait encore que ce simple geste, offrir un thé dans une langue oubliée, allait déclencher une série de révélations qui changeraient à jamais la vie de deux étrangers. Ou peut-être pas si étrangers. Pas vraiment. Pas au fond. Lucas ne réapparut pas ce soir-là. Les heures passèrent et le nom de Schneider resta silencieux dans le registre des appels. Aucune demande de service, aucun repas commandé, aucune trace de mouvement dans sa suite. Héloïse jeta quelques coups d'œil inquiets au tableau de surveillance, mais ne dit rien. Claire, quant à elle, travailla comme à son habitude, avec une rigueur calme, bien qu'un tumulte intérieur trouble son esprit à chaque instant. Ce n'étaient pas tant les mots qu'elle avait prononcés qui la hantaient, mais le regard qu'elle avait reçu. Un regard d'effroi, mais aussi de reconnaissance profonde. Une réaction disproportionnée à une simple question banale, dans une langue pourtant neutre, offerte avec politesse. Et pourtant, quelque chose, dans l'instant où leurs regards s'étaient croisés, l'avait déstabilisé autant que lui. Le lendemain matin, à 7 heures précises, Claire se trouvait déjà dans le couloir du 4e étage, distribuant les petits déjeuners comme chaque jour. Elle ne s'attendait pas à revoir Lucas si tôt, et certainement pas de cette façon. Alors qu'elle sortait d'une chambre et s'engageait dans l'angle menant aux suites exécutives, elle croisa soudain Lucas, immobile, appuyé contre le mur, comme s'il l'attendait. Il ne parla pas, il ne sourit pas, il ne fit aucun geste. Il la fixa simplement, ses yeux bleus plantés dans les siens. Claire ralentit, surprise par la soudaineté de la rencontre. Mais avant qu'elle ne puisse dire quoi que ce soit, il détourna le regard brusquement, comme frappé par une pensée insupportable, et s'éloigna d'un pas vif, presque précipité. Aucun mot n'avait été échangé, rien qu'un silence dense, troublant, tendu. Plus tard, dans la salle du personnel, Claire resta un moment seule, les bras croisés contre sa poitrine. Elle rejouait la scène dans son esprit, en boucle, cherchant à comprendre ce qu'elle avait pu éveiller en lui. Elle connaissait la froideur de certains clients. Elle savait que les riches venaient souvent chargés de secrets, mais cela dépassait la simple excentricité. C'était personnel. Il y avait eu quelque chose de profondément personnel dans la façon dont il l'avait regardée. De retour au service, elle croisa à nouveau Lucas dans le hall cette fois. Il marchait lentement, les mains croisées dans le dos, observant le lustre central, les tableaux anciens, comme s'il découvrait pour la première fois l'endroit. Mais dès qu'il aperçut Claire dans son champ de vision, il s'interrompit net. Leurs regards se croisèrent encore, et encore, il détourna les yeux, cette fois avec un froncement de sourcils, comme si chaque apparition de Claire venait bousculer une structure interne qu'il tentait désespérément de maintenir intacte. Le personnel commença à murmurer. On chuchotait que le client allemand semblait obsédé, qu'il cherchait Claire du regard chaque fois qu'il descendait au hall. Mais personne ne savait vraiment pourquoi. Certains pensaient à un coup de foudre maladroit, d'autres à une vieille connaissance, ou même à une ressemblance avec une ex-femme. Claire n'alimentait aucune rumeur. Elle restait en retrait, s'efforçant d'être aussi invisible qu'avant, mais son cœur battait différemment à chaque apparition de Lucas. Ce fut au 3e jour que les choses changèrent de façon plus nette. Claire, occupée à dresser une table dans le salon de lecture, sentit un frisson la traverser. Sans se retourner, elle sut qu'il était là. Lucas, silencieux, immobile derrière elle. Elle prit une inspiration, continua à aligner les couverts,
feignant l'indifférence. Entschuldigung, dit-il enfin. Claire s'immobilisa. Elle n'avait pas entendu sa voix depuis ce premier échange. Elle se retourna lentement. Il était là, plus vulnérable qu'elle ne l'avait jamais vu, moins tendu, mais toujours dans cette posture hésitante d'un homme qui lutte avec lui-même. « J'ai été. » « Surpris, dit-il en allemand. « L'autre jour, votre voix. » Il s'interrompit, chercha ses mots. Claire ne répondit pas. Elle le regarda simplement, attendant la suite. « Vous ressemblez à quelqu'un que j'ai connu, finit-il par dire. C'est peut-être idiot, je ne sais pas. Il se tut à nouveau. Puis, sans attendre de réponse, il s'inclina légèrement et s'éloigna. Claire resta figée. Quelqu'un qu'il avait connu. Était-ce cela? Une ressemblance? Mais une ressemblance ne provoque pas une réaction aussi violente. Ou alors, était-ce plus que cela? Quelqu'un d'intime, de marquant? Un parent? Une femme aimée? Ou pire, une personne disparue? Ce soir-là, elle rentra chez elle plus tôt. Elle alla droit à la vieille boîte en fer qu'elle gardait dans le haut d'un placard. Elle n'avait pas ouvert cette boîte depuis plusieurs années. À l'intérieur, des lettres. Beaucoup, toutes écrites en allemand, de la main fine et régulière de sa mère. Elle ne les avait jamais lues. Trop douloureux, trop compliqué. Mais à cet instant, elle semblait contenir les réponses qu'elle n'osait chercher. Elle en prit une au hasard, la déplia lentement. Les premières lignes étaient banales. Description d'un quotidien dur, solitude, espoir déçu. Puis un prénom revint plusieurs fois. Anna. Toujours avec tendresse. Puis une phrase. « Je regrette tant ce que j'ai fait à Anna. » Claire fronça les sourcils. Qui était Anna? Et pourquoi ce nom sonnait-il comme une corde familière tirée dans un coin oublié de sa mémoire? Elle reposa la lettre, incapable d'aller plus loin ce soir-là. Mais elle comprit qu'il y avait un lien. Que ce client n'était pas simplement perturbé, que lui aussi cherchait quelque chose, ou quelqu'un. Dans sa suite, Lucas s'assit dans l'obscurité, la boîte ouverte sur ses genoux. Il en sortit une photo, une femme jeune, cheveux sombres, regard mélancolique. Derrière, quelques mots en français, griffonnés maladroitement, pour Lucas quand il sera prêt. Il retourna la photo, le visage, les traits. C'était impossible, mais c'était là. Elle ressemblait à Claire. Ce n'était pas un simple hasard. C'était une vérité ancienne, oubliée, qui remontait à la surface. Et soudain, tout ce qu'il avait cru savoir sur sa vie devint incertain. Le 4e jour, l'hôtel retrouvait son rythme d'élégance habituel. Les bagages glissaient à nouveau avec fluidité sur les tapis feutrés, les clients fortunés s'installaient dans les salons pour leurs rendez-vous discrets, et le personnel reprenait ses gestes précis, comme s'il dansait une chorégraphie invisible. Mais malgré la façade ordonnée, une tension sourde persistait, comme un fil invisible qui reliait chacun au mystère muet du client allemand. Lucas Schneider ne parlait presque à personne. Pourtant, il descendait désormais au hall plusieurs fois par jour, à des horaires irréguliers, comme s'il guettait un moment précis, une présence. Il observait l'entrée, les couloirs, les ascenseurs. Il feignait de consulter son téléphone ou de lire un journal. Mais ses yeux, eux, cherchaient. Claire le remarqua dès la première répétition de cette manœuvre. D'abord, elle crut à une coïncidence, puis à une habitude étrange. Mais bientôt, cela devint évident. Il attendait, il espérait la croiser. Et pourtant, chaque fois qu'il la voyait, il n'osait pas l'aborder. Il détournait le regard, s'éloignait, disparaissait dans l'aile sud ou dans l'ascenseur sans dire un mot. Cette hésitation étrange devint le centre de toutes les spéculations entre les employés. Héloïse fit des commentaires à voix basse. D'autres femmes du personnel commencèrent à imaginer que Claire avait une liaison secrète ou qu'elle cachait un passé avec lui. Mais Claire ne disait rien. Elle faisait son travail avec la même rigueur, la même discrétion. Toutefois, intérieurement, son esprit bouillonnait. Elle avait reconnu une chose familière dans son regard. Pas seulement la surprise ou la confusion, mais un chagrin contenu, un appel silencieux. Un matin, alors qu'elle nettoyait les vitres intérieures du hall, elle le vit entrer, seul, sans mallette cette fois. Il n'était pas vêtu de son costume habituel, mais d'un manteau long, sobre, presque terne. Il paraissait différent, moins imposant, plus humain. Il marcha lentement, passa devant la réception sans s'arrêter et s'assit sur l'un des canapés en cuir. Il ne regarda personne. Ses mains jointes reposaient sur ses genoux. Son regard était fixe, plongé dans le vide. Claire sentit une impulsion.
Elle se força à continuer son geste, nettoyant la même vitre plus longtemps qu'il ne fallait. Elle ne voulait pas céder à la curiosité, mais elle savait déjà ce qui allait se passer. Elle se retourna finalement pour prendre un chiffon neuf et à cet instant croisa son regard. Il la fixait, immobile, présent. Il ne bougea pas, mais elle comprit que c'était volontaire. Il la regardait comme on regarde une réponse que l'on n'ose pas encore formuler. Elle quitta la pièce, pas par peur, mais pour échapper à la pression grandissante de cette attente. Dans le couloir, elle sentit son souffle s'accélérer. Quelque chose de trop grand se préparait, une vérité qui ne demandait qu'à éclater, et elle n'était pas sûre d'être prête à l'entendre. Dans les heures qui suivirent, Lucas répéta ses descentes silencieuses, toujours seul, toujours aux mêmes endroits. Parfois, il s'arrêtait près des colonnes en pierre, comme pour mieux observer sans être vu. Une fois, il entra dans le petit salon de thé, s'assit, puis sortit sans commander. Il semblait chercher le moment propice, la situation idéale, le courage nécessaire. Le personnel, désormais fasciné par cette dynamique étrange, prenait soin de ne jamais le déranger. Claire devint sans le vouloir une figure centrale de leur petit théâtre quotidien. On l'épiait avec discrétion. Chaque interaction, chaque regard était analysé. Mais elle ne trahissait rien. À l'intérieur pourtant, elle rassemblait des pièces éparses, des souvenirs, des fragments. La boîte de lettres, désormais ouverte chaque soir, devenait un puits de résonance. Des noms apparaissaient, des regrets exprimés par sa mère dans une langue qu'elle seule avait décidé de conserver. Un prénom revenait, Anneliese, puis un autre, mentionné seulement une fois, Lucas. Un doute s'insinua en elle, d'abord fragile, puis de plus en plus solide. Elle commença à éviter sciemment les espaces ouverts du rez-de-chaussée. Elle modifia légèrement ses trajets, ses horaires, ses pauses. Non pas par peur, mais pour tester une hypothèse. Lucas la cherchait. Ce n'était plus une simple impression, c'était une certitude. Et cette quête silencieuse, presque désespérée, éveillait en elle des sentiments confus. Crainte, curiosité, tristesse. Elle en parla brièvement à Mireille, une collègue de longue date, mais sans entrer dans les détails. Elle demanda simplement si elle croyait que certaines rencontres étaient guidées par autre chose que le hasard. Mireille, sans même chercher à comprendre le contexte, répondit que certaines âmes finissaient toujours par se retrouver, peu importe le temps ou la distance. Claire hocha la tête, silencieuse. Dans sa suite, Lucas ajoutait chaque jour de nouvelles pages à son journal, des phrases fragmentées, des souvenirs d'enfance, des images floues. Il essayait de reconstruire un passé qu'il n'avait jamais compris. Il nota « Elle a le regard de ma mère, mais ce n'est pas possible. Rien ne l'est. Et pourtant, tout me le crie. » Il sortit une vieille photo, celle déjà contemplée la veille. Derrière, il relut l'inscription en français. Puis il ouvrit un compartiment secret dans la boîte. Il en sortit un acte d'adoption, un document qu'il n'avait jamais osé examiner en détail. À côté du nom de ses parents adoptifs, il vit une date et un prénom inconnu, effacés partiellement par le temps. Clairette, ou peut-être Clarisse. Le papier était abîmé, mais cela suffisait pour raviver le doute. Ce soir-là, Lucas descendit à nouveau. Mais cette fois, Claire n'était nulle part. Il demanda, pour la première fois, à un réceptionniste, la jeune femme, celle qui a parlé allemand. Elle travaille encore ? Le réceptionniste, pris de court, répondit qu'il n'en était pas sûr qu'il allait se renseigner. Mais Lucas refusa poliment. Il tourna les talons et regagna sa suite. Il comprenait maintenant que les coïncidences avaient leurs limites et que la vérité, même enfouie, trouvait toujours un chemin pour remonter à la surface. Lucas ne dormit presque pas cette nuit-là. Allongé dans l'obscurité de sa suite luxueuse, il fixait le plafond, les bras croisés sur sa poitrine, l'esprit pris dans une tempête d'hypothèses. Les images du visage de Claire se superposaient à celles des photos anciennes qu'il avait retrouvées dans sa boîte de souvenirs. Ce n'était plus un doute, c'était une conviction. Le lien entre eux ne pouvait plus être attribué au hasard ou à la ressemblance passagère. Il lui fallait une réponse, une confirmation. Tôt le matin, il descendit au rez-de-chaussée. Le hall était encore vide, baigné dans la lumière bleutée de l'aube filtrant à travers les grandes baies vitrées. Lucas portait un costume gris foncé sobre. Son allure était moins rigide que d'ordinaire. Il s'approcha du comptoir où seule la directrice adjointe, Madame Roux, s'affairait à vérifier quelques dossiers. Elle leva les yeux et esquissa un sourire professionnel. « Monsieur Schneider,
Désirez-vous quelque chose ?» Il répondit après un silence pesant. « J'aurais besoin d'une information, confidentielle. » Madame Roux haussa légèrement les sourcils, mais conserva son ton courtois. « Bien sûr, nous faisons toujours preuve de la plus grande discrétion. » Lucas prit une inspiration lente. « Je voudrais connaître le nom complet d'une employée. Elle travaille au service d'étage. Elle s'appelle Claire. Je ne connais pas son nom de famille. » Madame Roux hésita un instant, pesa le risque, puis se dirigea vers l'ordinateur, tapant quelques lignes. Lucas, de l'autre côté du comptoir, scrutait son visage. Lorsqu'elle prononça finalement « Claire Morel », son expression changea. Sa peau, déjà pâle, perdit une nuance de plus. Il s'éloigna sans rien dire, remerciant à peine. Les sons du hall semblaient désormais assourdis. Il monta dans sa suite, referma la porte derrière lui avec lenteur, puis alla droit à sa boîte de bois. Il ouvrit le couvercle, en sortit une pile de lettres et de documents. Parmi eux, un certificat de naissance allemand d'une certaine Anneliese Morel. Il se figea. Morel. Le même nom. Anneliese était le prénom de sa mère biologique. Une femme qu'il n'avait jamais connue, qu'il croyait morte bien avant qu'il puisse comprendre ce que cela signifiait. Il n'avait que quelques papiers, une photo fanée d'elle prise dans un jardin en Lorraine, et une lettre qu'elle avait laissée avant son adoption avec une mention énigmatique « Pardonne-moi, Lucas ». Il se souvenait d'avoir montré cette photo à ses parents adoptifs quand il était adolescent. Ils avaient évité le sujet, toujours. Il avait appris à ne plus poser de questions. Mais aujourd'hui, tout cela remontait comme une rivière souterraine trop longtemps retenue. Il fouilla dans la boîte, retrouva une feuille fine, fragile, rédigée à la main dans un allemand ancien. Il la relut attentivement. « Ma sœur est restée en France. Elle a refusé de me suivre. Je ne pouvais pas garder Lucas seul. Il sera mieux ailleurs. Dis-lui un jour qu'il avait une tante, une famille quelque part. Peut-être qu'il comprendra. » Lucas resta longtemps assis, la lettre à la main, les doigts tremblants. Il murmura « Claire Morel, sœur d'Anneliese. Elle. Non. » Le choc fut tel qu'il dut se lever pour marcher, faire les 100 pas dans la pièce. Il se planta devant le miroir. Son visage était crispé, les traits tirés. Il répéta plus fort « Elle n'est pas ma sœur. Elle est la fille de la sœur de ma mère. C'est ma cousine. » Cette révélation le bouleversa d'une manière qu'il n'aurait su anticiper. Ce n'était pas un soulagement complet, ni une inquiétude. C'était un vertige, une connexion familiale qu'il ignorait, surgie d'un passé effacé. Il ressentit un mélange de tristesse et de soulagement. Claire n'était pas un fantôme de son passé, mais une clé vers une vérité plus vaste, un pan de sa vie jusque-là vide. Il resta enfermé toute la matinée. Pendant ce temps, Claire poursuivait son service sans incident. Elle se sentait observée, mais Lucas ne se montrait pas. Elle crut qu'il était parti, ou qu'il avait décidé d'ignorer son intuition. Jusqu'au moment où, en fin d'après-midi, un message discret lui fut remis par une collègue. « Le client de la suite impériale a demandé que vous soyez affecté au service exécutif à partir de demain. » Elle lut le papier 2 fois. Aucun nom, aucune explication. Mais elle comprit immédiatement. Elle rangea le message dans sa poche, le cœur serré. Pourquoi maintenant? Pourquoi elle? Était-ce lié à ses regards, à cette tension muette? Elle n'en parla à personne. Elle rentra chez elle, les jambes lourdes, le front baissé, et passa la soirée devant les lettres de sa mère. Elle en traduisit une avec l'aide d'un dictionnaire, mot par mot, lentement, et découvrit enfin un passage écrit d'une main tremblée. « Je n'ai jamais revu Anneliese. Elle est partie en Allemagne avec un homme dont je ne connaissais même pas le nom. Elle m'a écrit une seule fois, bien des années plus tard. Elle disait avoir confié son fils à une autre famille. Elle pleurait beaucoup dans sa lettre. Je l'ai gardée, mais je n'ai jamais répondu. » Claire relut ces lignes jusqu'à les connaître par cœur. Le prénom n'était pas mentionné, mais elle n'avait plus de doute. Lucas, cet homme. Il venait de ce même arbre familial qu'on avait réduit au silence. Dans la nuit, Claire se réveilla en sursaut. Une image lui était apparue en rêve. Une photo ancienne, celle d'une femme jeune, assise près d'un arbre. Ce visage lui ressemblait, comme si elle l'avait déjà vu. Peut-être dans une des lettres, peut-être dans les yeux de Lucas. Le matin suivant, vêtue de son uniforme le plus soigné, elle se présenta au service exécutif, sans poser de questions. On lui remit une nouvelle carte d'accès. Elle savait déjà pour qui elle était affectée. En montant dans l'ascenseur, elle se regarda dans le miroir.
Il y avait dans ses yeux une lucidité qu'elle n'avait jamais vue auparavant. Elle n'était plus seulement une employée invisible. Elle portait une histoire ancienne sur ses épaules, une vérité enfouie qui ne demandait qu'à être révélée. Lorsque Claire entra dans la suite impériale ce matin-là, elle sentit immédiatement que l'atmosphère avait changé. Le silence était lourd, presque cérémoniel, et l'écho de ses pas sur le parquet semblait étrangement amplifié. Lucas se tenait près de la fenêtre, les mains dans les poches, immobile. Il ne se retourna pas lorsqu'elle entra. Elle referma doucement la porte derrière elle, les doigts crispés sur le plateau contenant une carafe d'eau et 2 verres en cristal. Elle n'était pas censée servir le petit déjeuner, ni effectuer de ménage aujourd'hui, seulement répondre aux besoins spécifiques d'un client de haut niveau, ce qui, dans ce cas précis, signifiait se tenir prête à une conversation pour laquelle elle n'avait reçu aucun script. « Vous parlez toujours allemand ?» demanda-t-il sans se tourner. Sa voix était basse, presque posée. Claire s'approcha lentement, déposa le plateau sur la table centrale, puis répondit avec calme. « Depuis l'enfance, ma mère écrivait dans cette langue, mais ne la parlait presque jamais. J'ai appris seul à lire ses lettres. Je l'ai fait en cachette, puis plus tard avec des livres. » Il se retourna enfin. Ses traits étaient tirés, son regard chargé de nuit sans sommeil. Il l'observa longuement, comme s'il cherchait à déceler une faille dans son expression, une hésitation dans ses mots. « Savez-vous qui sont vos parents ?» insista-t-il. Claire fronça légèrement les sourcils, incertaine de l'intention réelle de cette question. Elle hocha lentement la tête. « Ma mère s'appelait Marie Morel. Elle m'a élevé seule. Elle est décédée quand j'avais 17 ans. Mon père, je ne l'ai jamais connu. Elle n'en parlait pas, et je n'ai jamais insisté. Elle laissait des lettres, mais elles étaient anciennes, et je ne les ai pas toutes traduites. Trop de douleurs non dites, je suppose. » Lucas fit quelques pas vers la table, prit un des verres et le remplit d'eau. Il but une gorgée, puis posa le verre sans bruit. « Votre mère, Marie Morel, est-ce qu'elle avait une sœur, ou vous a-t-elle parlé d'une sœur ?» demanda-t-il avec une tension palpable dans la voix. Claire mit un moment à répondre. Elle s'assit sur l'un des fauteuils, le dos droit, les mains jointes sur les genoux. Pas directement. Mais dans ses lettres, j'ai trouvé des mentions récurrentes d'une certaine Annelise. C'était flou. J'ai cru que c'était une amie. Peut-être une sœur. Peut-être plus. Il y avait des regrets, de la tendresse, mais aussi de la distance. Je n'ai jamais compris exactement ce qui s'était passé entre elles. Lucas s'assit en face d'elle. Il sortit alors une enveloppe usée de sa veste, la posa sur la table entre eux et l'ouvrit. À l'intérieur, une photo en noir et blanc. Une femme jeune, cheveux tirés, robe d'époque, assise sur un banc, un livre ouvert sur ses genoux. Voici Annelise, ma mère biologique. Elle est morte peu après m'avoir confiée à une famille d'adoption. Elle n'a laissé qu'une lettre et quelques papiers. Je n'ai appris son nom complet qu'à l'adolescence. Jusqu'à récemment, je ne savais rien d'elle. Jusqu'à ce que je vous voie. Claire prit la photo avec précaution. Ses doigts tremblèrent en touchant le papier. Les traits du visage sur l'image la frappèrent immédiatement. Il y avait une ressemblance, indéniable. Les mêmes pommettes hautes, le même regard lointain. Elle resta silencieuse un long moment, puis releva les yeux. « Alors, vous croyez que... »« Non, je ne crois plus. »« Je sais, » répondit Lucas avec gravité. « Votre mère et la mienne étaient sœurs. Vous et moi ne sommes pas frères et sœurs. Mais nous sommes liés. Par le sang, par l'histoire, et par ce vide qu'aucun de nous n'a su nommer jusqu'ici. » Claire se leva lentement, marcha jusqu'à la fenêtre pour reprendre contenance. En bas, la ville de Lyon s'étendait paisiblement, indifférente à ce dialogue qui bouleversait 2 existences. Elle ferma les yeux un instant, inspira profondément. « Cela explique tant de choses, » souffla-t-elle. « Mon attirance inexpliquée pour la langue allemande. Ce besoin de comprendre, de traduire, de me rapprocher de quelque chose que je n'arrivais pas à nommer. Et moi, poursuivit Lucas, ce vide constant, cette sensation d'être étranger même dans ma propre famille. Je ne cherchais pas une cousine, je cherchais une racine, une vérité, une réponse à ce malaise ancien. » Ils restèrent un moment en silence. Le temps sembla suspendu. Puis Claire se retourna. « Pourquoi moi? Pourquoi maintenant? Je n'ai pas de réponse. Peut-être le hasard, peut-être quelque chose de plus grand. Mais lorsque vous m'avez parlé dans ma langue, ce n'était pas juste un mot, c'était une déchirure, comme si le passé entier avait décidé de frapper à ma porte. » Claire sourit faiblement, un sourire triste. « Et maintenant ?»
Lucas haussa les épaules, visiblement aussi perdu qu'elle. « Maintenant, je veux lire vos lettres, celles que votre mère vous a laissées. Peut-être qu'ensemble, nous pourrons reconstituer le puzzle. Et comprendre pourquoi nos mères ont décidé de couper tout lien, puis ont laissé des traces pour que nous les retrouvions. » Elle hésita. L'idée de livrer ses lettres les plus intimes à un inconnu, même lié par le sang, était troublante. Mais quelque chose dans la voix de Lucas, dans sa démarche sincère et maladroite, la poussa à accepter. « D'accord, mais pas ici, pas dans cet hôtel. Il y a trop de regards, trop de bruit. Venez chez moi ce soir. C'est modeste, mais c'est calme. » Et les lettres y sont rangées. Il acquiesça d'un signe de tête sans discussion. « Merci Claire, merci de ne pas fuir. » Elle répondit simplement « Je fuis depuis trop longtemps. Il est temps d'affronter ce qui m'appelle depuis l'enfance. » Ils se quittèrent sur cette promesse silencieuse, et pour la première fois, ni l'un ni l'autre ne se sentit seul dans ce monde trop vaste. Une porte venait de s'ouvrir. Une ancienne porte, restée close pendant des décennies. L'appartement de Claire, situé dans une ruelle tranquille du quartier de la Croix-Rousse, n'avait rien de luxueux. 2 pièces simples, des murs tapissés de souvenirs silencieux, une petite bibliothèque débordante de livres usés et un fauteuil près de la fenêtre qui offrait une vue lointaine sur les toits de Lyon. Lorsqu'elle ouvrit la porte ce soir-là, Lucas resta un instant immobile sur le seuil, surpris par la chaleur discrète du lieu. Elle l'invita à entrer sans cérémonie, comme s'ils avaient déjà partagé 1000 soirées similaires. Il posa son manteau sur le dossier d'une chaise, observa les étagères, les plantes d'intérieur, les dessins encadrés d'enfants qu'elle gardait autrefois en tant que baby-sitter. Claire sortit une boîte métallique d'un placard haut, la déposa sur la table et l'ouvrit lentement. À l'intérieur, les lettres de sa mère, rangées par ordre approximatif, certaines attachées par des rubans fanés, d'autres seules, fragiles et repliées plusieurs fois. Elle les observa un instant, puis, sans un mot, entendit une à Lucas. Il la prit avec délicatesse, comme on toucherait une relique. Il reconnut aussitôt l'écriture de sa tante. Son cœur se serra. Il déplia la lettre, commença à lire à voix basse, d'une voix presque tremblante. La lettre, écrite en allemand, parlait d'un été passé en Alsace, de jeux d'enfance entre 2 sœurs, de disputes insignifiantes qui, au fil du temps, s'étaient transformées en fossés infranchissables. Elle évoquait un garçon allemand, le père supposé de Lucas rencontré à Strasbourg, puis perdu sans explication. Marie, la mère de Claire, semblait à la fois jalouse et protectrice. Elle regrettait le silence, l'absence de pardon. Et elle évoquait, en toute fin, une promesse faite à elle-même. Ne jamais parler à sa fille de cette sœur perdue, de peur d'éveiller une douleur trop profonde. Lucas reposa la lettre avec lenteur, les yeux embués. Elle parle de moi. Elle ne me nomme pas, mais c'est évident. Ce garçon perdu, cet enfant confié. Elle savait, et elle s'est tue. Claire hocha la tête. Elle sortit une seconde lettre, cette fois plus récente, où sa mère parlait d'un rêve récurrent. Une jeune femme au bord d'un lac, parlant allemand à un homme sans visage. « Peut-être est-ce toi, Claire ?» écrivait-elle. « Peut-être parleras-tu un jour la langue que j'ai reniée et trouveras-tu ce que moi je n'ai pas su garder. » Ils continuèrent ainsi pendant des heures, lisant lettre après lettre, reconstruisant un passé effacé. Chaque document révélait une nuance, une douleur cachée, une tentative maladroite de préserver l'amour familial malgré la rupture. Parfois, Claire s'interrompait pour traduire des passages. D'autres fois, Lucas lisait à haute voix, et le silence qui suivait était plus éloquent que tout commentaire. À mesure que les pièces s'assemblaient, une image se formait, celle de 2 jeunes femmes prises entre la rigueur d'une époque et leurs propres blessures, contraintes de choisir entre l'amour fraternel et la survie. À minuit passé, la table était couverte de papier, les tasses de thé froides oubliées à côté d'un carnet où Lucas avait commencé à noter les dates, les noms, les lieux. Claire s'étira, fatiguée mais étrangement apaisée. Je n'aurais jamais cru que ces lettres portaient tant de vérité. Je les ai gardées comme des objets sacrés, sans jamais oser les lire. Lucas acquiesça. Elles sont plus que des souvenirs. Ce sont des aveux, des ponts tendus vers nous. Ce que nos mères n'ont pas pu réparer, elles ont tenté de le transmettre, même en silence. Claire resta un moment pensive. Tu sais ce que cela signifie, n'est-ce pas? Nous ne sommes pas seulement des cousins par le sang. Nous sommes les derniers maillons d'une chaîne brisée. Si nous ne faisons rien, l'histoire s'efface avec nous. Lucas se leva,
marcha jusqu'à la fenêtre, regarda les lumières de la ville qui scintillaient au loin. « Je suis venu ici pour affaires, mais depuis que je t'ai vu, tout a changé. Je pensais que c'était une coïncidence, un trouble passager, mais maintenant je sais. Je suis venu pour ça, pour te rencontrer, pour comprendre. Et tu veux faire quoi ?» demanda Claire. Il se retourna vers elle, résolu. Continuer, traduire tout, rassembler les pièces et aller plus loin. Peut-être retrouver d'autres membres de la famille. Peut-être retourner en Allemagne, rechercher les traces, refaire l'arbre. Et toi, tu en fais partie. Tu en es la base, Claire. Elle ne répondit pas immédiatement. Elle regarda les lettres, la photo d'Anne-Lièse, son propre reflet dans la vitre. « Je t'aiderai, mais lentement. Je ne suis pas prête à tout changer du jour au lendemain. Mon monde est ici. Mes racines, même abîmées, sont ici. Je ne te demande pas de partir, Claire. Je te demande de marcher avec moi. Un pas après l'autre. » Ils se serrèrent à la main. Un geste simple, mais chargé de sens. Ce n'était pas une alliance de convenance. C'était la reconnaissance de deux âmes brisées qui, par la force d'un héritage inattendu, commençaient à se reconstruire ensemble. La nuit s'acheva dans un silence plein de promesses. Dans l'appartement modeste de Claire, sous la lumière douce d'une lampe à abat-jour, deux existences s'étaient croisées au-delà des mots, au-delà du sang. Les pièces du puzzle n'étaient plus éparpillées. Elles commençaient à prendre forme. La lumière matinale filtrait à travers les rideaux de lin de l'appartement de Claire. Sur la table encore encombrée de papier, les lettres de Marie Morel et d'Anne-Lise semblaient reposer dans une paix fragile, comme si elles avaient enfin trouvé leur chemin après des décennies d'errance. Lucas s'éveilla dans le fauteuil où il s'était assoupi quelques heures plus tôt, couvert à la hâte par un plaid que Claire lui avait discrètement posé durant la nuit. Il se redressa lentement, les muscles tendus, mais l'esprit vif. Les mots qu'ils avaient lus la veille résonnaient encore en lui avec une intensité presque douloureuse. Claire entra dans la pièce, une tasse de café à la main, les cheveux en désordre, mais le regard étrangement lumineux. Elle déposa la tasse devant lui, puis s'assit en silence. Aucun mot n'était nécessaire. Il s'avère que cette journée allait marquer une nouvelle étape. Une lettre attendait encore, jamais traduite, jamais ouverte depuis sa découverte. L'enveloppe était différente des autres, plus épaisse, plus soignée. Elle portait la mention « à lire seulement si le passé revient ». Claire la tenait entre ses doigts depuis plusieurs minutes, le regard perdu. Lucas attendait, respectueux. Puis, d'un geste ferme, elle déchira le haut de l'enveloppe et déplia lentement le papier. L'écriture était fine, mais pressée. Une émotion palpable traversait les lignes, même avant qu'elle soit traduite. Claire commença à lire à voix haute en allemand, hésitante, cherchant le bon rythme, les bonnes inflexions. « Ma chère Claire, si tu lis ces mots, c'est que quelque chose m'échappe, que les silences que j'ai voulu protéger ont été mis à nu. Alors je te dois la vérité. J'ai eu une sœur. Son nom était Anne-Lise. Elle était brillante, fougueuse, insaisissable. Nous avons grandi ensemble en Lorraine, dans une maison où les mots pesaient plus que les regards. Elle est partie jeune, avec un homme que notre famille refusait. Elle est partie enceinte. Nous ne nous sommes plus parlé. J'ai appris, des années plus tard, qu'elle avait eu un fils. Je ne l'ai jamais vu, et je n'ai jamais pu lui dire adieu. » Claire s'arrêta, ses yeux humides, mais sa voix ne tremblait pas. Lucas se rapprocha, posa une main sur la table, proche de la sienne, sans la toucher. Elle reprit « Je t'ai élevée seule, sans jamais te parler d'elle. Par honte, par peur, par lâcheté aussi. Mais je t'ai toujours senti attiré par cette langue, ce pays, ce passé. Peut-être est-ce le sang, peut-être l'invisible mémoire des familles brisées. J'ai su, au fond de moi, qu'un jour tu chercherais, et je ne pouvais pas t'en empêcher. Si tu rencontres ce garçon, si le destin vous réunit, dis-lui. Dis-lui que sa mère ne l'a jamais oublié, et que moi, sa tante, je l'ai pleuré sans même l'avoir connue. » Claire replia la lettre avec précaution. Aucun mot ne sortit de sa bouche. Lucas regardait droit devant lui, les poings serrés. Le silence qui suivit était d'une densité presque palpable. Puis il murmura « Elle m'a pleuré. Elle ne m'a jamais vu, mais elle m'a pleuré. » Claire hocha la tête. Elle avait lu dans ces lignes la même douleur que celle qu'elle portait depuis toujours, celle de l'absence d'un père, d'une explication, d'un récit complet. Mais maintenant, quelque chose avait changé. Il ne s'agissait plus de deux enfants perdus dans les non-dits de leur mère. Ils étaient les dépositaires d'une histoire,
les maillons visibles d'un héritage resté trop longtemps dans l'ombre. Ils passèrent la journée à organiser les lettres, à créer une chronologie, à noter les noms de lieux, de personnes. Lucas contacta discrètement un notaire en Allemagne pour récupérer tout document officiel concernant son adoption, dans l'espoir de recouper les informations. Claire fit de même avec les archives municipales de Lyon. Ils se mirent à travailler ensemble, comme deux enquêteurs guidés, non par une obligation, mais par une nécessité viscérale de comprendre. Au fil des heures, des détails oubliés refaisaient surface. Une lettre parlait d'un appartement à Strasbourg où Annelise avait vécu avant de partir. Une autre évoquait un carnet tenu par leur grand-mère, aujourd'hui probablement disparu. Mais le plus important ne venait pas des indices concrets. Il naissait dans les silences partagés, dans les regards échangés sans effort. Ils n'étaient plus seulement deux étrangers réunis par une curiosité, ils étaient devenus complices dans la reconstruction d'une mémoire familiale. En fin de journée, Claire proposa une promenade. Ils descendirent vers les quais de Saône, marchant lentement, parlant peu. À un moment, elle s'arrêta, regarda Lucas et dit « Tu ne m'as jamais vraiment dit ce que tu ressentais quand tu m'as vu la première fois. » Il sourit, un sourire fatigué mais sincère. « J'ai eu peur, pas de toi, mais de ce que tu représentais. Tu étais la preuve que ce que j'avais refoulé pendant toute une vie était réel. Et surtout, tu avais ce regard, le même que sur la photo, le même que dans mes rêves d'enfant quand je me figurais à quoi aurait ressemblé ma vraie famille. » Elle le fixa, touchée par cette confession. Un frisson lui parcourut l'échine. Pas de peur, mais de lucidité. Il s'était trouvé. Et peu importaient les années perdues, les continents séparant leurs origines. Il s'était trouvé. Ce soir-là, de retour chez elle, Claire sortit un carnet vide. Elle inscrivit à la première page « Chronique d'un silence ». Puis, en dessous, une phrase simple « Ce que nos mères ont eu, nous allons l'écrire ». Elle tendit le carnet à Lucas. Il prit un stylo et ajouta d'une écriture nette « Pour que les prochains sachent que nous avons cherché et que nous avons trouvé ». Les lettres, désormais traduites, n'étaient plus seulement des vestiges. Elles devenaient la trame d'une nouvelle histoire. La leur, une histoire née de l'oubli, mais construite dans l'écoute, le respect et une vérité partagée. Ce n'était pas la fin du mystère, c'était le début d'une mémoire restaurée. Le lendemain de leur lecture intense, Claire et Lucas décidèrent de ne pas se revoir immédiatement. Ils avaient besoin de digérer ce qu'ils venaient de découvrir. La densité émotionnelle de ces révélations, la clarté soudaine de leur lien familial et l'écho douloureux des lettres lues les avaient laissés vider, chacun replongé dans ses propres souvenirs. Mais cette séparation n'était ni froide ni distante. Elle était nécessaire. Une respiration entre deux êtres désormais liés par une histoire plus grande qu'eux. Claire reprit son poste à l'hôtel, mais elle n'était plus tout à fait la même. Les couloirs familiers lui semblaient soudain trop étroits, les clients trop bavards ou trop absents. Tout en elle était tendu vers une réflexion nouvelle. Qui était-elle avant de comprendre d'où elle venait? Et maintenant qu'elle savait, que faire de cette vérité? Elle travaillait en silence, l'esprit ailleurs, repensant aux mots de sa mère, à cette enfance modeste dans les quartiers hauts de Lyon, aux après-midi passés à observer les avions traverser le ciel en se demandant ce qu'il y avait au-delà. Elle se rappelait aussi les longues nuits passées à écouter les sons d'une langue qu'elle ne comprenait pas encore, ces disques en allemand que sa mère rangeait dans une boîte métallique sans jamais les expliquer. À l'époque, elle croyait que c'était simplement une fantaisie. Aujourd'hui, elle savait que c'était une mémoire enfouie, une voix venue d'un ailleurs qu'elle n'avait jamais osé explorer. Chaque mot appris, chaque livre lu dans cette langue l'avait rapproché, sans le savoir, de Lucas. De son côté, Lucas prolongea son séjour à Lyon sans fixer de date de départ. Il télétravaillait depuis sa suite, organisant ses obligations à distance, mais il consacrait le plus clair de son temps à retracer les morceaux manquants de son passé. Il contacta les archives de Strasbourg, fit appel à un généalogiste spécialisé en lignées perdues pendant les migrations post-guerre et reprit contact avec ses parents adoptifs pour leur poser des questions longtemps évitées. Ses parents, au téléphone, se montrèrent d'abord surpris, puis hésitants. Mais face à la détermination de Lucas, ils finirent par avouer que oui, ils avaient reçu une lettre au moment de son adoption, signée d'une certaine Marie Morel. Elle exprimait un désir de garder le contact, mais aussi une grande peur d'être rejetée,
Cette lettre avait été conservée dans une boîte que sa mère adoptive finit par retrouver dans le grenier. Lucas demanda qu'elle la lui envoie. Quelques jours plus tard, il la tenait entre ses mains. C'était la même écriture que celle des lettres que Claire possédait. Le même parfum discret, presque effacé. Et les mots, eux, confirmaient tout. Je ne suis pas sa mère, mais je suis sa famille. Si un jour il veut comprendre, qu'il sache que je ne l'ai jamais oublié. Cette lettre, Lucas la porta à Claire un soir. Ils se retrouvèrent dans un café discret, près du Rhône, à l'abri des regards. Il la lui montra sans parler. Elle lut en silence, ses yeux devenant brillants à mesure qu'elle parcourait les lignes. Lorsqu'elle leva les yeux vers lui, elle comprit qu'il n'était plus seulement Lucas Schneider, le client mystérieux. Il était Lucas, son cousin, et bien plus que cela, le miroir vivant d'une histoire qu'on leur avait volée. Ils commencèrent à parler de leurs enfances respectives, de ces années parallèles passées sans se connaître, mais habitées par les mêmes manques. Lucas raconta son éducation stricte dans une maison allemande de la classe supérieure, ses études de droit, ses réussites professionnelles. Il parla aussi du vide, de cette sensation d'être un invité dans sa propre vie, de réussir sans joie, de construire sans racines. Claire, en retour, parla de ses années de solitude, de l'absence paternelle, du deuil de sa mère trop jeune. Elle raconta son combat pour survivre, ses petits boulots, son amour des mots, des langues, et surtout cette voix intérieure qui l'avait poussée à ne jamais renier l'allemand, malgré le silence familial. Chaque phrase échangée renforçait la sensation d'un lien ancien, comme si leurs existences avaient toujours été en orbite l'une de l'autre, séparées seulement par une ignorance imposée. Le soir tomba doucement sur la ville. Les réverbères s'allumèrent et le café se vida peu à peu. Mais ils restèrent là longtemps, les mains autour de leur tasse froide, à se parler comme deux survivants qui s'étaient enfin trouvés. Ils ne parlaient pas du futur, pas encore. Le passé occupait toute la place et il fallait lui rendre justice, le reconstruire pierre par pierre, nom par nom, émotion par émotion. Claire finit par dire d'une voix douce « J'ai souvent rêvé que j'avais une famille ailleurs, pas par manque d'amour ici, mais par intuition. Comme un souvenir ancien que je ne pouvais pas expliquer. Et moi, répondit Lucas, j'ai toujours ressenti que quelque chose me manquait. Ce n'était pas une personne, mais une origine, un point d'ancrage, une vérité. Maintenant, je l'ai trouvée, en toi. » Ils quittèrent le café ensemble, marchant lentement le long du fleuve, sans se toucher, mais avec une proximité nouvelle, indiscutable. Ce n'était pas une romance, ce n'était pas non plus une simple fraternité. C'était une alliance née de la douleur, de la résilience, de la volonté de réparer ce qui avait été brisé bien avant eux. Cette nuit-là, Claire rentra chez elle et ressortit le carnet qu'ils avaient commencé. Elle ajouta une nouvelle page. « Nous avons découvert la blessure. Maintenant, il faudra apprendre à guérir. » Puis, comme un symbole discret, elle dessina deux arbres entremêlés, aux racines communes. Le passé était désormais éclairé. Restait à affronter les choix du présent. L'annonce de la proposition de Lucas vint bouleverser l'équilibre fragile que Claire avait réussi à maintenir. Après plusieurs semaines passées à démêler les fils complexes de leur histoire familiale, à traduire les lettres anciennes et à reconstruire patiemment un arbre généalogique partiellement effacé par les blessures du passé, Lucas prit une décision audacieuse. Il voulait emmener Claire en Allemagne, dans sa ville natale pour rencontrer les rares membres vivants de leur famille et tenter de combler les vides laissés par des années de silence et d'absence. Cette idée semblait pour lui une évidence, une étape nécessaire pour tourner la page et se réconcilier avec leurs racines. Mais pour Claire, cette perspective était une source de peur intense et de doute profond. Lyon était sa maison, même si elle avait toujours ressenti un vide inexplicable, une déchirure intérieure que seule la langue allemande avait parfois réussi à apaiser. Partir en Allemagne signifiait non seulement quitter sa vie simple et stable, mais aussi s'aventurer dans un monde inconnu, celui de Lucas, riche, structuré et étranger à ses habitudes. Elle craignait de perdre ce qu'elle avait construit, même si ce n'était pas grand-chose, même si c'était fragile. Elle craignait de ne pas appartenir à ce monde-là, d'être étrangère parmi les siens. Lucas avait préparé un voyage discret, réservé un billet pour elle et un autre pour lui-même, prêt à partir dans les jours qui suivaient leur dernière rencontre. Il voulait que Claire sache que cette invitation était ouverte, sincère, mais qu'elle pouvait dire non. Il respectait ses hésitations.
mais il ne voulait pas abandonner l'idée qu'ils devaient avancer ensemble. Le jour où il lui remit la lettre d'invitation officielle, Claire sentit une boule se former dans sa gorge. La lettre était élégante, écrite à la main sur du papier épais, portant l'entête d'une agence de voyage spécialisée dans les déplacements privés. Tout semblait organisé pour leur faciliter la transition. Un accueil personnalisé à l'aéroport, un véhicule de luxe pour les conduire jusqu'à la maison familiale, et même un traducteur prêt à les accompagner. Elle lut la lettre plusieurs fois, assise dans le petit salon de son appartement, tandis que Lucas attendait debout près de la fenêtre. Le silence entre eux était lourd. Finalement, elle leva les yeux vers lui. « Lucas, je ne sais pas si je peux faire ça. Quitter tout ce que je connais. Ma vie, mes amis, ce petit monde dans lequel je me suis toujours senti invisible, mais à ma place. » Il s'approcha doucement, posa une main sur son épaule. « Je comprends. Je ne te demande pas de décider maintenant. Je veux juste que tu saches que cette porte est ouverte, que je serai là quoi que tu décides. Ce n'est pas seulement ça, expliqua-t-elle avec hésitation. C'est ce que cela signifie, ce que je risque de perdre et ce que je risque de ne jamais vraiment retrouver. Ce monde que tu m'offres, ce n'est pas le mien. J'ai peur de me perdre, de disparaître dans un univers qui n'est pas fait pour moi. » Lucas la regarda avec une intensité nouvelle, comme s'il cherchait à lire au plus profond de son âme. « Peut-être que tu as raison. Peut-être que ce monde n'est pas le tien. Mais peut-être que tu peux lui donner un sens nouveau. Peut-être que c'est toi qui manques à ce monde, et non l'inverse. » Claire détourna le regard, les larmes aux yeux. Elle se sentait prise au piège entre deux vies, entre deux identités. Celle qu'elle avait construite à Lyon, simple et discrète, et celle qui lui tendait les bras en Allemagne, pleine de promesses, mais aussi d'incertitudes. Les jours suivants furent marqués par un va-et-vient intérieur incessant. Claire essaya de parler à ses proches, mais se heurta à une incompréhension silencieuse. Elle se surprit à rêver d'un avenir qui ne lui appartenait pas encore, d'une maison inconnue, d'un visage familier qu'elle n'avait jamais rencontré. Elle se demandait si elle pouvait vraiment appartenir à deux mondes à la fois, ou si elle devait choisir, au risque de perdre une partie d'elle-même. Lucas, de son côté, respectait son silence. Il ne voulait pas la brusquer, mais il sentait le poids de cette décision peser sur eux comme une menace. Il lui proposa une dernière fois, lors d'une soirée pluvieuse, de venir simplement visiter l'Allemagne, sans engagement, sans promesse, juste pour voir. « Viens, Claire, viens. Et si tu ne veux pas rester, je te ramènerai. Mais ne ferme pas la porte avant d'avoir regardé derrière. » Elle accepta finalement, non sans une certaine appréhension. Elle ne savait pas encore que ce voyage allait bouleverser non seulement leur passé, mais aussi leur futur. Les valises furent bouclées, les billets imprimés. Le départ était imminent. L'hôtel dans lequel Lucas avait élu domicile était déjà prévenu de leur absence prolongée. Les employés chuchotaient, intrigués par cette soudaine décision, mais personne ne pouvait deviner ce qui se jouait entre ces deux êtres liés par un secret de famille longtemps enfoui. Le matin du départ, Claire écrivit une lettre qu'elle glissa dans la poche de son manteau. Une lettre qu'elle n'envoyait pas, une lettre pour Lucas, pour elle-même, pour ce futur incertain. Elle y exprimait ses doutes, ses peurs, mais aussi son espoir. Parce qu'au fond, malgré tout, elle savait que ce voyage était une nécessité, une étape indispensable pour comprendre enfin qui elle était vraiment. Alors qu'ils quittaient Lyon sous un ciel gris, Claire se tenait à la fenêtre de la voiture, regardant la ville s'éloigner. Le passé s'effaçait doucement derrière elle, tandis que l'inconnu se dessinait devant, vaste et intimidant. Elle ferma les yeux, prit une profonde inspiration et s'autorisa pour la première fois à espérer. Elle ne savait pas encore que ce voyage allait changer sa vie à jamais. Le matin de leur départ pour l'Allemagne, Lyon était enveloppé dans un brouillard léger. La ville semblait hésiter à laisser partir ses habitants vers des horizons nouveaux. Claire se réveilla tôt. Le sommeil encore fragile, les pensées tourbillonnant dans sa tête comme des feuilles emportées par le vent d'automne. Elle savait que ce jour serait un tournant, un moment charnière dans sa vie. Pourtant, au lieu de se préparer pour le voyage, elle resta assise devant la fenêtre, contemplant la rue encore calme, les passants rares, les cafés ouvrant doucement leurs portes. Dans un geste impulsif, elle prit une feuille de papier et un stylo, décidée à écrire ce qu'elle ne pouvait pas dire à voix haute. Elle voulait mettre des mots sur ses peurs, ses doutes, ses émotions confuses. Le papier se remplit lentement, chaque phrase un mélange de vérité et de supplication.
Elle expliquait à Lucas pourquoi elle ne pouvait pas partir. Pas maintenant, pas comme ça. Elle évoquait sa peur de ne pas appartenir à ce monde qu'il lui offrait, la crainte de perdre ce qu'elle était devenue, l'angoisse de se perdre elle-même. Elle relut la lettre plusieurs fois, cherchant la justesse des mots, le ton le plus doux possible. Elle ne voulait pas blesser Lucas, ni détruire la fragile alliance qu'ils avaient reconstruite, mais elle devait être honnête. Elle plia soigneusement la lettre, la glissa dans une enveloppe et la confia à un ami proche qui devait la remettre à Lucas à l'aéroport. Lorsqu'elle arriva à l'aéroport, le cœur lourd, elle chercha Lucas du regard. Il l'attendait près du comptoir d'enregistrement, ses traits tendus mais avec un sourire rassurant. Ils échangèrent un regard lourd de non-dits. Claire serra sa main, mais elle savait que ce contact ne suffisait pas à effacer le poids de sa décision. Au moment de passer la sécurité, Lucas s'arrêta un instant, sortit la lettre de son ami et la lut rapidement. Son visage changea. Les lignes tendues se relâchèrent. Une ombre passa dans ses yeux. Il reposa la lettre avec une douceur inattendue, puis se tourna vers Claire. « Je comprends, murmura-t-il. Ce n'est pas ta faute, ni un rejet. C'est juste. Toi. Et je respecte ça. » Claire sentit une bouffée d'émotion monter en elle. Elle s'attendait à une colère, à une déception. Mais il y avait dans ces mots une tendresse profonde, un amour silencieux qui la toucha au plus profond. Elle sourit faiblement, essuya une larme. « Merci, Lucas. Pour tout. Pour ta patience, ta compréhension. » Il hocha la tête, comme s'il acceptait une vérité douloureuse, mais nécessaire. Ils se dirent au revoir sans promesse de retrouvailles imminentes. Lucas la regarda s'éloigner vers la salle d'embarquement, le cœur serré, mais la paix en lui. Alors que Claire disparaissait dans la foule, il comprit que leur lien ne dépendait pas d'un voyage ou d'une rencontre physique. Il était plus profond, ancré dans leur histoire, dans leurs racines partagées. Ce départ non accompli était peut-être le début d'un autre chemin, d'une autre forme de proximité. Lucas resta seul un long moment, regardant les avions décoller sous un ciel gris. Il pensa à Claire, à ses doutes, à ses peurs. Il se promit de ne jamais forcer ce qui devait venir naturellement. Leur histoire était fragile, précieuse, et il voulait la préserver. Dans les jours qui suivirent, il envoya plusieurs messages, tous restés sans réponse. Mais il savait qu'elle avait besoin de temps, de réflexion, de choisir ce qui lui convenait. Claire, de son côté, retourna à Lyon avec un sentiment mêlé de soulagement et de tristesse. Elle avait fait le choix qui lui semblait juste, celui de rester fidèle à elle-même, même si cela signifiait renoncer à un avenir possible. Mais elle garda précieusement la lettre qu'elle avait écrite, comme un témoignage, un pont invisible entre deux âmes liées par un passé commun. Le temps passa. Ils continuèrent à échanger sporadiquement, à distance, dans la douceur d'un dialogue feutré, sans pression. Leur lien, loin d'être rompu, se renforçait dans cette attente respectueuse. Et un jour, sans prévenir, Lucas réapparut à Lyon, sans fanfare, sans annonce, simplement là, prêt à reconstruire, à réapprendre à s'aimer dans la liberté retrouvée. Claire le trouva assis dans le jardin de l'hôtel, un livre à la main, un sourire sincère sur le visage. Ce fut le début d'un nouveau chapitre, un chapitre sans contrainte, où l'amour pouvait naître sans peur, à son rythme, avec respect, parce qu'ils avaient compris que parfois le plus grand geste d'amour était d'attendre, d'accepter et de revenir. Quelques semaines après son retour discret à Lyon, Lucas se sentait étrangement à la fois plus proche et plus éloigné de Claire. Le temps et la distance avaient apaisé leur peur mutuelle, mais ils n'avaient pas encore trouvé la manière de renouer ce lien fragile qui s'était tissé entre eux. Il savait qu'il devait faire le premier pas, mais la peur d'être repoussé le paralysait parfois. Ce matin-là, le soleil perçait timidement à travers les nuages, diffusant une lumière douce et chaleureuse sur la ville. Lucas décida de se rendre au jardin intérieur de l'hôtel où Claire avait l'habitude de passer ses pauses. C'était un endroit discret, à l'abri des regards indiscrets, avec des bancs en fer forgé et des massifs de fleurs soigneusement entretenus. Il la trouva assise, seule, les yeux plongés dans une vieille lettre qu'elle tenait précieusement. Son visage exprimait à la fois la sérénité et la mélancolie. Il s'approcha doucement, sans faire de bruit, et s'assit à ses côtés sans lui adresser la parole immédiatement. Après quelques minutes, Claire leva les yeux et le vit. Un léger sourire apparut sur ses lèvres, mêlé d'une timidité qu'elle ne cherchait plus à cacher. Lucas prit une profonde inspiration. « Claire,
Je suis désolé. Désolé d'avoir voulu précipiter les choses. Désolé si je t'ai fait peur. » Elle hocha la tête, regardant à nouveau la lettre dans ses mains. « Je ne voulais pas fuir, je ne savais juste pas comment affronter tout cela, tout ce que tu représentes. » Il sourit, comprenant mieux que jamais la complexité de leurs émotions. « Nous n'avons pas besoin de courir. Nous pouvons avancer à notre rythme. » Elle posa la lettre sur ses genoux, puis se tourna vers lui. « Cette lettre, c'est celle que j'avais écrite avant de partir. Je ne voulais pas partir, mais je ne savais pas comment te le dire autrement. » Lucas prit la main de Claire dans la sienne, un geste simple mais chargé de signification. Leurs doigts s'entrelacèrent naturellement, comme s'ils avaient toujours appartenu ensemble. « Tu as eu raison d'être honnête, et je suis heureux que tu sois là maintenant. » Ils restèrent ainsi, dans le silence du jardin, laissant le temps s'étirer entre eux. Le monde autour semblait s'effacer, ne laissant que leur présence partagée. Claire respira profondément, sentant une paix nouvelle l'envahir. « Je ne veux plus fuir. Je veux comprendre, apprendre, construire, avec toi. » « Moi aussi, » répondit Lucas avec conviction. « Nous avons déjà parcouru un long chemin, et ce n'est que le début. » Ils se levèrent ensemble, main dans la main, prêts à affronter ensemble les défis à venir. Cette rencontre inattendue marquait le commencement d'une nouvelle phase dans leur relation. Une phase où le passé n'était plus un fardeau, mais une base solide sur laquelle ils pouvaient bâtir un avenir. Les mois suivants, leur complicité grandit. Ils partageaient leurs découvertes, leurs doutes, leurs joies. Claire devint la coordinatrice d'un projet lancé par Lucas, une fondation destinée à soutenir les jeunes sans liens familiaux, un moyen pour eux de transformer leur propre histoire en une force pour les autres. Leur histoire, née dans l'ombre du secret et du silence, se transformait désormais en lumière et en action. Chaque jour était une nouvelle page à écrire, un nouveau pas vers la guérison. Dans ce jardin au cœur de Lyon, entre les fleurs et les arbres, Lucas et Claire avaient trouvé plus que des racines communes. Ils avaient trouvé une famille choisie, reconstruite, aimante, un nouveau commencement. Les mois qui suivirent le retour de Lucas à Lyon furent marqués par une transformation profonde, non seulement dans leur relation, mais aussi dans leur engagement envers un projet qui les dépassait tous les deux. L'idée d'une fondation dédiée à l'aide aux jeunes sans liens familiaux, née de leur propre histoire, prit forme dans les bureaux modestes d'un ancien immeuble rénové au cœur de la ville. Claire fut nommée coordinatrice du projet, une responsabilité qu'elle accueillit avec un mélange d'émotion et de détermination. Chaque jour, elle rencontrait des jeunes venus de tous horizons, porteurs de leurs propres blessures, souvent invisibles, parfois criantes. Elle leur offrait écoute, soutien, et surtout l'espoir qu'un passé difficile n'était pas une fatalité. Lucas, de son côté, apportait le soutien financier et les réseaux nécessaires, mais toujours avec une discrétion et une humilité qui lui valurent le respect de tous. Leur collaboration devint un exemple vivant de résilience, un témoignage que les racines, même brisées, pouvaient nourrir de nouvelles vies. Ils travaillaient côte à côte, dans un rythme équilibré, évitant la précipitation, respectant les limites de chacun et construisant petit à petit un avenir commun. Les liens entre eux, nés dans l'ombre d'un secret familial, se renforcèrent dans la lumière d'un engagement partagé. Ils apprirent à se connaître vraiment, au-delà des histoires passées, des peurs et des doutes. Leur affection grandissait, sereine, profonde, fondée sur un respect mutuel et une compréhension sincère. Le geste simple de Claire, celui de parler à Lucas dans sa langue maternelle un jour au détour d'une réception, résonnait désormais comme le symbole d'un chemin parcouru. Ce jour-là, un simple « Möchten Sie einen Tee, Herr ?» avait ouvert des portes insoupçonnées, déclenché une quête de vérité et permis la naissance d'un lien indéfectible. Au fil des saisons, leur fondation grandit, accueillant de plus en plus de jeunes, multipliant les partenariats, développant des programmes d'aide adaptés. Claire devint une figure incontournable du milieu associatif lyonnais, reconnue pour son écoute et sa capacité à transformer la douleur en force. Lucas, toujours discret, continuait à soutenir l'initiative avec constance, conscient que son propre passé avait trouvé un sens nouveau dans cet engagement. Leur vie personnelle aussi évoluait doucement. Ils partageaient des moments simples, des dîners improvisés, des balades dans les rues anciennes de Lyon, des conversations tardives autour d'un thé. Ils apprenaient à s'apprivoiser sans urgence,
à construire une relation basée sur l'authenticité et la confiance. Un après-midi d'automne, alors que les feuilles rouges et dorées tapissaient les trottoirs, Claire et Lucas se promenaient dans le parc de la Tête d'Or. Ils s'arrêtèrent auprès d'un banc, s'assirent côte à côte, regardant les enfants jouer au loin. Claire prit la main de Lucas, un geste naturel, spontané. « Je n'aurais jamais cru que tout cela commencerait par un simple thé, » dit-elle en souriant. Il la regarda avec tendresse. « Ce thé a changé ma vie, et grâce à toi, je me sens enfin à ma place. » Ils restèrent là, silencieux, savourant la paix de ce moment. Leur histoire, faite de douleurs anciennes et de découvertes nouvelles, avait trouvé sa voie. Sur le sol français, dans cette ville pleine de souvenirs et d'avenir, ils avaient construit quelque chose de rare, un foyer, une famille, une promesse. Ce nouveau départ n'était pas une fin, mais un commencement fondé sur l'amour, le respect, et la certitude que parfois, les racines les plus profondes émergent des terres les plus inattendues. Le thé en allemand, geste modeste d'une employée invisible, avait ouvert la porte à une vie pleine de sens et d'espoir. Et ainsi, dans le silence complice de Lyon, Lucas et Claire écrivaient chaque jour la suite de leur histoire, une histoire unique, vibrante et profondément humaine.